Bonjour tout le monde, alors on continue avec le concept 13.2. La fécondation et la méiose alternent dans la reproduction sexuée. Donc on parle de reproduction sexuée comparativement à la reproduction asexuée ou clonale qui se déroulait quand on faisait seulement des mitoses. Ici, donc, la reproduction sexuée, ça va être le mélange d'informations génétiques, chromosomes, entre deux individus pour produire une descendance, une progéniture des enfants. Donc, allons voir les éléments ici. Donc, dans un karyotype, les cellules somatiques humaines, on va s'intéresser aux humains donc. Les cellules somatiques humaines normales sont diploïdes. Elles contiennent 46 chromosomes formant deux jeux. Un jeu de 23 chromosomes provient de chaque parent. Donc on parle de 23 paires de chromosomes. Puis on va aller lire tout de suite le prochain point. Dans les cellules diploïdes humaines, chacune des 22 paires d'homologues ou de chromosomes homologues d'autosomes du jeu de chromosomes maternels a un homologue dans le jeu de chromosomes paternels. Ce qu'on va voir, c'est que des 23 paires, il y en a 22 qui vont s'appeler des autosomes. Puis, pour lesquels on va toujours avoir un chromosome homologue entre le père et la mère. Je lis le prochain point, puis on va éclaircir tout ça. Les chromosomes de la 23e paire, ou chromosome sexuel, déterminent si l'individu est de sexe féminin ou de sexe masculin. Ok, donc allons voir certaines figures. Un karyotype, c'est cette figure-là. On est à la figure 13.3. Puis, vous voyez, là, il y a une scientifique qui est en train d'observer au microscope des chromosomes qui sont fortement condensés. Donc, ce que cette scientifique-là a dû faire, c'est d'aller trouver une cellule qui était en train de faire une mitose pour voir l'ADN sous forme de chromosomes condensés comme ça, puis d'observer au microscope, donc dans le noyau d'une cellule en mitose, là, suivant la prophase, les chromosomes deviennent bien condensés. Donc en fait, ce qu'on a ici, c'est peut-être pas super visible, là, mais vous voyez, mettons, si on prend ce chromosome-là ici, là, il y a le centromère qui est là, un petit goulot d'étranglement. Puis ce qu'on voit pas bien, mais c'est qu'en fait, on va avoir une paire de chromatides sœurs là, qui sont attachées par le centromère. Ils sont répliqués à ce moment-là. Puis ce qu'on voit, c'est que ça serait un peu comme les nouilles dans une soupe. Là. Tu sais, les chromosomes vont être toutes mélangés, ils sont pas bien ordonnés, mais déjà quand même l'ADN est empaqueté dans des petits paquets qui vont être faciles à répartir dans les deux cellules filles, une fois que les chromatides sœurs vont s'être séparés l'un de l'autre. Donc, qu'est-ce qui arrive si, supposons que ça c'est l'ADN qu'on est allé percevoir dans une seule cellule, on est allé dans un noyau d'une seule cellule, fait que ça c'est le génome d'un individu, on a tout le matériel génétique, donc autrement dit, assumons qu'on a 23 paires de chromosomes, pas une de plus, pas une de moins. Puis qu'on prend ces nouilles-là, puis qu'on les étale sur une planche, puis qu'on les met dans l'ordre de longueur. Donc on va prendre la paire 1, la paire 1 qui va être ici, la paire 2 qui va être là, la paire 3, on y va du plus grand au plus petit, puis on se rend jusqu'à la paire 21 en bas, qui est notre... excuse-moi, je dis 21, mais c'est la paire 22 qui est la paire la plus petite. Donc, nos 22 premières paires de chromosomes sont ce qu'on avait nommé tout à l'heure des autosomes. C'est-à-dire, comment qu'on avait dit ça? On avait dit que les autosomes du jeu de chromosomes maternels ont un homologue dans le jeu de chromosomes paternels. Donc,
si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est parce que tu as écouté la vidéo 13.1. Puis là, ben, ce qu'on a vu, c'est que, euh, disons qu'on s'intéresse là, à un segment ici. On aurait un locus, par exemple, un locus du gène de l'hémoglobine ou de... Attends, je vais donner l'exemple que j'avais donné plus tôt, là, l'insuline, qui serait disposée là, ici, comme ça. Ben, en fait, le chromosome qu'on a à gauche, là, ici comme ça, mais ce qu'on va voir dans un instant, c'est qu'il a été hérité par un parent. C'est ça la reproduction sexuée. Donc, par exemple, il aurait été donné au moment de la fécondation par la mère. Mais de l'autre côté, on va avoir quel chromosome? On va avoir le chromosome du père, qui possède lui aussi au même emplacement le gène de l'insuline. C'est pour ça qu'on dit que les chromosomes sont homologues. Ils vont posséder des informations semblables pour des gènes qui vont être les mêmes, disposés au même locus, au même endroit. Donc là, quand on va faire la génétique au prochain chapitre, ben, on va s'intéresser au fait que il peut y avoir une information ici pour le gène de l'insuline qui est légèrement différente de l'information qui est sur l'autre chromosome. C'est pas parce qu'on a deux copies du gène de l'insuline qu'on va avoir exactement la même recette pour fabriquer la protéine d'insuline. Puis ce concept-là des variations génétiques est fondamental, va nous suivre dans les questions de génétique puis dans les questions d'évolution. Parce que dans le fond, les petites différences qu'on peut avoir entre les deux chromosomes homologues pour fabriquer une même protéine, ben, vont être la base des variations de caractère ou de caractéristiques biologiques qu'on va observer chez les organismes. Si on avait exactement la même façon de fabriquer nos protéines à gauche et à droite pour toutes les protéines du corps, mais en fait, ce qu'on verrait, c'est que la reproduction sexuée ne sert pas à grand-chose. La reproduction sexuée sert justement à mélanger les recettes génétiques dans des nouveaux organismes. Puis l'avantage de ça, on va le voir, va être principalement sur le plan de la sélection naturelle. D'avoir une variété d'enfants qui ont des caractéristiques différentes, mais ça va leur permettre de faire face en moyenne, si on l'espère mathématiquement, d'avoir une grande variété de rejetons d'enfants, mais ça va leur permettre de faire face à une variété de défis de l'environnement. Donc, par exemple, de faire des enfants qui seraient plus rapides, ça pourrait être avantageux dans un contexte où est-ce que les enfants doivent se sauver de prédateurs. Mais de faire des enfants plus lents, ça pourrait être avantageux dans un contexte où les enfants doivent se cacher puis se camoufler de certains prédateurs, par exemple. Donc là, je t'ai donné la stratégie des gazelles avec les plus rapides, mais la stratégie du plus lent, ça pourrait être la stratégie du paresseux, par exemple. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'il y a de la place pour une variété de caractères dans la nature, puis que cette variété de caractères-là tire son origine d'une variété génétique qu'on va essentiellement observer là, grâce à la reproduction sexuée. Ce qui fait que si on va voir cette autre figure-là, la figure 13.4, ben, il y a quelques éléments qu'on a appris à reconnaître. Là. Disons qu'on est dans une cellule ici, le noyau est disparu parce que on est à la mitose. Puis là, ici, en fond, on aurait par exemple une paire de chromatides sœurs. Puis, là, on est dans une soupe où est-ce que les nouilles sont toutes mélangées, là, mais remarquez qu'ici, on a l'air d'avoir une paire de chromosomes qui ont pas mal la même longueur. Puis ici, une paire de chromosomes qui ont pas mal la même longueur. Puis finalement, une troisième paire de chromosomes qui ont pas mal la même longueur. Donc, visiblement, ici, on n'est pas chez un être humain parce qu'on aurait besoin de retrouver 23 paires. On en a seulement 3 paires. On a mis en rouge certains chromosomes, puis en bleu les autres. Mais dans le fond, quand on reconstitue les paires, ce qu'on comprend aussi avec la légende qui est ici en haut, là, c'est que les rouges, c'est les chromosomes qui proviennent de la mère.
Les bleus, c'est les chromosomes qui proviennent du père. Puis en fait, il y a 3 chromosomes qui proviennent de la mère, puis 3 chromosomes qui proviennent du père. Quand on combine, en fait, de ces 3 chromosomes-là, puis de ces 3 chromosomes-là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on peut les organiser en paires de chromosomes homologues. Ou est-ce qu'on aurait, par exemple, le gène de l'insuline qui serait ici, on le retrouverait aussi, le gène de l'insuline, sur le chromosome homologue paternel. Puis remarquez que là, je le fais juste d'un côté, mais c'est des chromatides sœurs. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que ce chromosome-là, ici, va être exactement le même que ce chromosome-là. Ils ont été répliqués durant la phase S de la mitose. Mais là, la question qu'on peut se poser, c'est si une cellule, disons, je vais essayer de le faire comme ça ici. Je vais faire les mêmes. Attends un petit peu, je vais grossir un petit peu mon dessin là. Disons qu'on aurait un individu, là, une cellule d'un individu qui a 3 paires de chromosomes comme ça. Les rouges viennent de la mère, les bleus viennent du père. Puis, elle veut se reproduire avec une autre cellule, ici comme ça. Un autre individu. Là, ça a l'air d'être des organismes unicellulaires, là, mais peu importe. L'idée, c'est juste qu'on a des individus qui se rencontrent, qui veulent se reproduire, puis qui ont des bagages génétiques complémentaires, c'est-à-dire possèdent chacun 3 paires de chromosomes homologues. Même chose pour le partenaire sexuel qui est là. Donc là, l'idée, c'est que s'ils font juste se fusionner là, l'un et l'autre, là, je vais illustrer simplement cette fusion-là en disons qu'ils s'embrassent là, un soir, là, puis là, ça y est, là, ils se reproduisent, puis là, ils fusionnent là, leur bagage génétique. Puis le bébé qui va naître là, va ressembler à ça ici. Là, on est passé de 3 paires de chromosomes homologues à 6 paires de chromosomes homologues. Puis en fait, c'est même plus des paires, là, considérant que tous ces chromosomes-là sont homologues, parce qu'ils possèdent tous, disons, le gène de l'insuline, là, chacun à cet endroit-là, là, sur le locus de ce chromosome-là. Mais c'est plus des paires de chromosomes rendus là, c'est des tétrades de chromosomes, là. Il y en a 4. Fait que tu as 4 façons différentes pour fabriquer de l'insuline, potentiellement. Puis pour toutes les autres protéines de la cellule. C'est pas comme ça que la nature a solutionné la reproduction sexuée. Donc, en fait, chacune des cellules, des parents qui sont, des cellules parentales qui sont là, vont devoir fabriquer une cellule qu'on va appeler un gamète qui va contenir la moitié du bagage génétique. Donc, je te donne un exemple. Celui-là, la cellule de gauche, on va dire que le plus grand chromosome va être celui du père. Celui du milieu, ça va être celui de la mère. Puis le plus petit aussi, on va dire celui de la mère. On va aborder là, comment la mécanique de la fabrication de cette cellule-là au prochain thème. Mais ce que je suis en train de faire, je suis en train de fabriquer des gamètes ici. Là. Des gamètes qui vont contenir la moitié du bagage génétique, c'est-à-dire un seul chromosome de chaque paire. Puis là, pour l'autre individu, on va dire qu'on garde, puis c'est au hasard, c'est ça qu'on va voir, là. Il y a différentes combinaisons, mais par hasard, disons, là, OK, ce gamète-là qui a été produit par cet individu-là, c'est juste les chromosomes maternels en rouge qu'elle aura conservé. L'union des gamètes ici, puis on pense par exemple à un spermatozoïde qui est là, puis à un ovule qui serait l'autre gamète ici. Quand ils fusionnent, ces deux-là, je manque de place un peu, là, mais on va... je vais me faire une petite feuille ici comme ça. OK. Un peu, dans le fond, je vais garder tout ça ici comme ça. Copier.
puis s'en aller de l'autre côté pour coller ça. OK, donc, quand ils vont se fusionner, ces deux cellules-là vont véritablement le fusionner ensemble. Là, regarde, je vais juste faire disparaître ça. Comme ça, puis lui, là, on va vraiment, là, ils vont se donner un bisou, là, puis là, leurs membranes là, vont fusionner, en fait, là, on va les retrouver comme ça ici, là. Ça fait une soupe alphabet un peu compliquée, là, mais... ouais. Enfin, si on fait un petit peu de ménage là-dedans, le bébé va se retrouver à avoir un chromosome très long comme ça, une paire comme ça, puis une autre paire de rouge comme ça. Mais toujours est-il que par le biais de la reproduction sexuée, c'est-à-dire en fabriquant chacun un gamète qui vont fusionner l'un avec l'autre pour nous donner un nouvel organisme, remarquez que on se retrouve avec à nouveau 3 paires de chromosomes, exactement comme les deux parents. 3 paires de chromosomes. Mais remarquez que par le jeu du hasard, l'enfant, ici, avec ses 3 paires de chromosomes, a une nouvelle combinaison inédite de chromosomes. Un chromosome bleu avec un rouge, 2 rouges, puis 2 rouges. Aucun des deux parents n'avait cette combinaison-là au départ. On a affaire à un nouvel organisme qui est inédit, qui est une nouvelle recette génétique que la Terre n'avait jamais portée. Donc, si on revient à notre plan de match ici, donc dans un karyotype, qu'est-ce que c'est? C'est la carte des chromosomes d'un individu. Donc, ça veut dire qu'on représente les chromosomes qu'on retrouverait dans une seule cellule. Donc, dans un karyotype, les cellules somatiques normales sont diploïdes. Ok, bon, il me manquait un petit morceau d'explication ici. Là. Ouais, ok. Donc, on avait déjà vu brièvement, là, c'est la figure 13.5. Donc, dans un individu adulte, donc sexuellement mature, capable de se reproduire, on va retrouver les organes reproducteurs, les ovaires et les testicules, qui vont être l'endroit où on va fabriquer nos gamètes, donc les spermatozoïdes, puis les ovules. Donc, tu vois ici, là, on te dit que ce sont des gamètes. Et la différence entre un gamète puis le reste des cellules du corps, qu'on va nommer tout de suite, on va dire que toutes les cellules du corps sont des cellules somatiques. Somatique, soma, ça fait référence au corps, justement. Donc, sauf les cellules sexuelles. Donc, autrement dit, les gamètes. Donc, les cellules du corps, c'est-à-dire toutes les cellules du corps, à l'exception des gamètes, vont avoir les paires de chromosomes homologues, vont avoir finalement ce karyotype-là à l'intérieur d'elles-mêmes. Mais si on va voir dans un spermatozoïde ou dans un ovule, ben pour éviter notre problème là, de tout à l'heure, de faire de doubler... Où est-ce que j'avais ça tantôt? Ouais, j'ai perdu mon fil ici. Là. Je pense que c'était plus là. Ouais, c'est ça. T'sais, on avait dit si ces deux-là fusionnent ensemble, là, on va avoir un problème. Là. Ils vont se retrouver à avoir trop de matériel génétique. Donc, pour éviter ce problème-là, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a fabriqué des
gamètes qui possèdent la moitié. Puis là, on avait fait le jeu de tirer au hasard là, des chromosomes dans chacune des cellules parentales pour fabriquer des gamètes. Donc, en fait, le mot-clé ici là, que je veux qu'on fasse ressortir, c'est les gamètes sont dites haploïdes. Alors que les cellules somatiques du corps, puis éventuellement le zygote aussi qu'ils vont fabriquer, parce que quand on fait fusionner le spermatozoïde et l'ovule, ben on obtient une première cellule qui est à la base de l'embryon qui va devenir éventuellement un adulte. Puis cette première cellule-là, ben, on l'appelle le zygote. Ben, le zygote, lui, il est diploïde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire haploïde, diploïde? Ben, c'est tout simplement que dans une cellule diploïde, on retrouve les chromosomes par paire. Puis dans une cellule haploïde, ben, on retrouve un seul exemplaire de chacun des chromosomes. Donc, chez l'être humain, il y a ce qu'on appelle le nombre haploïde, N, qui est égal à 23. 23, ben, c'est le nombre de chromosomes uniques ou de différentes longueurs ou spécifiques qu'on va retrouver dans un karyotype. Donc, si on revient ici, là, il y a 23 différents types de chromosomes dans un karyotype humain. Mais dans une cellule somatique, on va les retrouver par paire. Un qui provient du père, un du papa, un qui provient de la maman. Donc, on se retrouve à avoir un nombre diploïde de 46. Si je reviens ici, là, c'était plutôt là. Donc, tu vois, ici, dans un ovule, on a 23 chromosomes. Dans un spermatozoïde, on a 23 chromosomes. Quand les deux fusionnent, on va avoir 2n égale 46. On met le 2 devant pour dire que ces diploïdes, on les a recombinés par paire. Là. Mais le nombre fondamental de différents types de chromosomes qu'on retrouverait dans un humain, ce serait 23. C'est le nombre haploïde. Après ça, ben, c'est la mitose qui va se mettre en place pour devenir un embryon, puis devenir un être humain mature. Mais c'est un peu comme la problématique du cycle cellulaire là, qu'on avait. Là, on pourrait préférer représenter ça par une ligne du temps, là, donc plus linéaire. Disons qu'on a un spermatozoïde ici, un ovule qui est là, qui proviennent de deux individus. Tiens, je vais le faire de couleurs différentes. Là. On a le père qui est là, puis on a la mère qui est là. Donc, deux organismes différents qui combinent leur information génétique. Alors, je l'ai combiné ici pour nous donner un zygote qui est à 2n égale 46 chromosomes. Remarquez que le spermatozoïde, il était à n égale 23. L'ovule était à n égale 23. Puis là, ben, c'est de la mitose qui se met en place. Fait que donc, si le temps se déroule, ben, on va avoir, après un certain temps, 2 cellules filles. Puis là, nos 2 cellules filles vont passer à 4. Puis après ça, on va être rendu à 8 derrière. Puis, etc. jusqu'à donner une personne qui éventuellement devient un adulte ou enfin un organisme sexuellement mature qui est capable de se reproduire. Donc, ça arrive avant l'âge adulte chez l'humain. Puis, ben là, il y a fabrication de gamètes. Donc, disons qu'on a fait un petit garçon ici, il va faire ses spermatozoïdes, mais là, il doit aller retrouver un autre dulciné ici, là, qui fabrique ses ovules. Puis là, ben, vous avez compris l'histoire, mais éventuellement, ben, chaque personne ici arrive à la fin de sa vie, puis c'est par le biais de cet événement de reproduction-là que l'information génétique va pouvoir se poursuivre, ben, va pouvoir persister dans le temps. Donc, fabriquer des enfants, c'est un peu une façon de déjouer notre mortalité aussi. Il y a même des théories, une façon de voir la biologie
qui a été popularisé, là, qui dit que les gènes égoïstes, en fait, utilisent le corps des individus pour leur propre fin, leur propre destinée. Le gène égoïste, c'est donc cette tendance-là des molécules d'ADN de persister à travers le temps en se transportant, en s'éjectant dans des véhicules de voyage là, pour, dans le fond, échapper au fait que cet organisme-là, éventuellement, il va mourir, mais qu'est-ce qui échappe de chacun des individus ici? C'est les molécules d'ADN, c'est les chromosomes qui vont recommencer leur vie si on les fait se rencontrer dans un zygote ici comme ça, diploïde, là, pour tenter à nouveau de déjouer la mort et de déjouer le temps. Donc, voilà une façon de voir les choses. Donc, on relie encore une fois, dans un karyotype, les cellules somatiques humaines normales sont diploïdes. Elles contiennent 46 chromosomes formant deux jeux, un jeu de 23 provenant de chaque parent. Dans les cellules diploïdes humaines, chacune des 22 paires de chromosomes homologues qu'on nomme autosomes. Ok, la phrase est mal construite là. Chacune des 22 paires d'homologues d'autosomes, il y a comme une faute dans la phrase, je pense. Là, je vais juste aller faire une petite vérification. Ça sera pas long. On va aller trouver ça. Chacune des 22 paires homologues d'autosomes du jeu. Ok. Ouais. 22 paires homologues d'autosomes du jeu. Non, ça marche. Du jeu de chromosomes maternels a un homologue dans le jeu de chromosomes paternels. Ok, ben ça dans le fond, c'est juste le concept là, que dans un karyotype comme ça, ben on a nos 22 premières paires. Là. Donc je les prends toutes à l'exclusion de la paire de chromosomes sexuels. Ben pour ces 22 paires, on les appelle des autosomes. Ben, ils sont semblables entre les deux sexes. La différence va être au niveau de la paire de chromosomes sexuels. Donc, vous voyez ici que le chromosome maternel X est très grand comparativement au chromosome mâle Y, qui est beaucoup plus petit. Donc, il y a plus d'informations génétiques dans les chromosomes X que dans le chromosome Y. Donc, bravo aux femmes qui possèdent en fait deux chromosomes X. C'est ce qui détermine qu'un embryon va être femelle. Alors que ici, en haut, si on a un chromosome X et un chromosome Y, on va avoir un garçon. Puis d'ailleurs, les garçons donc vont obligatoirement avoir un chromosome X dans leur bagage génétique. Pourquoi? Ben parce que chaque garçon a une maman, obligatoirement. Et la maman, qu'est-ce qu'elle peut transférer à son fils comme information génétique ou à sa fille? Elle peut seulement transférer un chromosome X. Donc, ce qui fait que les hommes et les femmes ont un chromosome X, mais seulement les hommes ont un chromosome Y. Pourquoi? Parce qu'un père, ici, comme ça, quand il fabrique ses gamètes, ses spermatozoïdes, ben dans certains de ces spermatozoïdes, il va injecter le chromosome Y. Puis dans certains autres de ces spermatozoïdes, il va injecter le chromosome X qu'il a lui-même reçu de sa mère, d'ailleurs. Et donc, selon le spermatozoïde qui réussit à féconder l'ovule, si c'est un spermatozoïde qui comporte le chromosome Y, ben le zygote va être un garçon. Si c'est un spermatozoïde qui comporte le chromosome X, ben le zygote et l'embryon va être une fille. Donc, voilà ici comme ça. Donc, les chromosomes sexuels déterminent si l'individu est de sexe féminin. XX pour les filles, XY pour les hommes. À la maturité sexuelle, dans le cycle de développement humain, les ovaires et les testicules, ce qu'on appelle les gonades, là, il y a peut-être un nouveau mot ici, ça c'est les organes reproducteurs qui fabriquent, qui produisent les gamètes haploïdes par méiose. Là, la méiose, ça va vraiment être l'objet
de notre prochain concept. Là. C'est différent de la mitose, mais c'est un type de division cellulaire qui permet de fabriquer nos gamètes, donc nos spermatozoïdes ou nos ovules. Donc, chaque gamète va contenir un jeu unique de 23 chromosomes N23. Pendant la fécondation, c'est donc la réunion de deux gamètes parentaux. Un ovule et un spermatozoïde se combinent pour former un zygote unicellulaire diploïde. Remarquez qu'ici, là, je me rends compte qu'il nous manque peut-être des petits égales. Égal 2n égale 46, qui devient un individu multicellulaire par mitose, comme on l'a représenté tantôt. Vous avez un quiz, c'est le quiz 13.2 qui vous attend. Puis on va se retrouver pour le quiz, pour le concept 13.3, alors qu'on avance rondement dans notre premier chapitre, dans cette fin de cours de biologie. Bye bye!